Donc, Baptiste est doctorant en sociologie de l'EHESS sous la direction de Cyril Lemieux, ou je devrais dire plutôt presque docteur, puisqu'il va soutenir sa thèse le 11 décembre, donc très bientôt. Sa thèse s'intitule « En personne et en chiffres, enquête sur les pratiques de quantification et leurs limites dans l'accompagnement social des mal logés ». Donc, à partir d'une enquête ethnographique dans cette thèse, donc, menée pendant 3 ans au sein d'un organisme social francilien qui intervient en urgence en faveur du relogement des plus démunis, ainsi que d'un travail historique, la thèse de Baptiste cherche à répondre à la problématique suivante. Alors que les évaluations quantitatives dans la conduite des politiques publiques à l'égard des mal logés s'accroissent, que les recours aux chiffres dans la gestion bureaucratique de l'État se font de plus en plus intenses, comment expliquer que les professionnels chargés du relogement développent des formes de connaissance des ayants droit et d'évaluation de leur situation qui ne font pas systématiquement appel aux chiffres? Donc en fait, c'est sur cette tension entre quantification et, disons, travail lié à la personne qualitatif. En parallèle de ce travail de thèse, Baptiste a enseigné les sciences sociales dans de nombreuses facultés en France. Il a été pendant 3 ans chargé d'enseignement à l'Université Paris-Dauphine, pendant 2 ans attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université Paris-Sorbonne-Nord, et également enseigné à l'École normale sociale à Paris, à l'Université de Rouen. Et il va donner l'an prochain un séminaire à l'EHESS sur l'explication des faits sociaux avec Édouard Gardella, Noémie Cassati et Aude Lopi. Baptiste vient d'éditer avec Mathurin Schweyer, dans la collection du Lierfit, un livre sur les rapports entre la philosophie et la sociologie. Il a publié 2 articles, l'un dans la revue Germinal, coécrit avec Marine Boisson et intitulé « Ce que la politisation doit au travail », enquête sur la France frappée par l'épidémie de Covid-19, et un chapitre de livre dans Discontinuité, qui est aux éditions du Lierfit, intitulé « Le bien ne fait pas de bruit ». Voilà pour mon petit mot d'introduction. Je te laisse la parole, Baptiste. C'est gentil. Merci chaleureusement en fait, pour l'invitation dans votre séminaire. C'est toujours un plaisir de discuter avec d'autres collègues, partager d'autres regards. Et c'est aussi une occasion pour moi de m'extirper de ce long travail de fin de thèse, de rédaction. Et ça va me donner la première bouffée d'oxygène un petit peu en dehors de ce grand tunnel que vous connaissez, que vous allez probablement connaître, de la thèse. Donc, Fanny a eu, voilà, je pense qu'elle a assez bien synthétisé le geste général de cette enquête-là. Elle a rappelé, je peux peut-être détailler plus précisément, l'organisme vraiment sur lequel je me suis concentré. Comme elle l'a rappelé, c'est une ethnographie que j'ai menée pendant 3 ans. J'ai travaillé aussi sur des archives de ce groupement-là que j'ai suivi, sur les archives d'un bailleur social parisien. Et j'ai mené aussi des entretiens avec les hauts fonctionnaires, les commanditaires, les financeurs liés à cet organisme, ainsi que les professionnels intervenant dans ce groupement. Donc, l'opérateur social que j'ai suivi, les acteurs le nomment le GIP. C'est un opérateur qui a été mandaté par la préfecture de région d'Île-de-France pour trouver en fait des solutions d'hébergement, de logement auprès de publics dits vulnérables. C'est un groupement qui fait suite, qui a été créé suite à l'occupation de places publiques à Paris dans les années 90, et notamment de l'occupation de familles maliennes qui étaient alors mal logées, qui a eu le soutien de plusieurs associations militantes comme Emmaüs et le DAL. Voilà. Alors c'est un organisme un peu étrange parce qu'il n'a pas vraiment de public prédéfini. Il intervient aussi bien sur des demandeurs d'asile, des réfugiés statutaires, des Roms, des squatteurs, des ménages campant sur des places publiques, etc. Et ce n'est pas non plus un organisme qui se laisse circonscrire d'un point de vue objectif sur les finalités de ses missions, puisqu'il peut aussi bien faire de l'accompagnement social dans le logement, mais aussi plus simplement et de façon plus succincte,
simplement des diagnostics sociaux auprès des demandeurs d'asile ou des squatteurs, sans nécessiter l'accompagnement à plus long terme de ces publics. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui fait la caractéristique de ce terrain, cet organisme, le GIP, c'est qu'il est considéré par les financeurs, par les pouvoirs publics, comme devant intervenir en urgence sur des situations dites sensibles médiatiquement. C'est ça vraiment son cœur de métier, intervenir dans un contexte d'urgence sensible médiatiquement et relevant nécessairement de questions de logement. Alors, j'avais plusieurs options. Vous m'avez proposé, vous avez eu la courtoisie de me laisser un peu le champ libre pour vous faire une présentation aujourd'hui. J'ai à peu près 1 heure apparemment, si c'est voulu. Donc, plutôt que vous faire un petit peu la synthèse, voilà, de résumer un petit peu les 4 parties de la thèse, j'ai voulu là saisir cette opportunité-là pour retravailler une question dont je sais que vous êtes travaillé, dont vous êtes aussi à certains égards beaucoup plus spécialiste que moi, qui est la question en fait de l'autonomie et de mettre en regard cette autonomie-là à travers les pratiques de quantification des professionnels que j'ai pu suivre. Alors plutôt que d'autonomie, je vais plutôt parler du travail d'autonomisation que ces professionnels engagent envers les ménages qu'ils accompagnent et comment ces quantifications, les pratiques de quantification qu'ils réalisent quotidiennement, supportent, freinent, déplacent ce travail d'autonomisation et engagent aussi des conceptions de l'autonomie différenciée. Alors, pour ce faire, je ne vais pas faire, une présentation théorique avec plein de concepts, plein de courants. Je vais rester sur quelque chose de très abrupt, en fait, sur quelque chose de très ethnographique au niveau du terrain, pour vous donner vraiment un peu de la chair, un petit peu comment ça se donne à voir, comment ça se révèle au regard de l'observateur. Je vais partir d'une mission particulière qui est appelée par les professionnels la mission des baux glissants. Alors qu'est-ce que c'est? Des baux glissants. Je vais revenir dessus. Alors, je vais vous présenter brièvement ce bail glissant. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est très simple. C'est que le GIP est locataire auprès de bailleurs franciliens. Donc les bailleurs, c'est ceux qui ont un contingent dans des logements sociaux et qui génèrent et construisent des logements sociaux pour des ménages présentant des difficultés d'accès au logement. Donc, il y a un bénéficiaire sous-locataire qui contracte un bail glissant avec le GIP et qui, à terme, doit pouvoir être titulaire en titre de son bail. C'est-à-dire que le bénéficiaire, au bout d'1 an, normalement, une fois renouvelable, donc 2 ans, dans ce qui est attendu, on va voir que ça va excéder, doit pouvoir contracter un bail direct. Okay. C'est ce qu'on appelle un glissement de bail, c'est-à-dire que il ne devient plus sous-locataire et il n'est plus contractuellement attaché au GIP, il devient directement et contractuellement attaché au bailleur social. Toutefois, c'est là que le jeu commence, c'est que les bailleurs peuvent refuser le glissement de bail si la famille ne répond pas aux critères d'attribution de logement. Je vais y revenir. Tant que les critères ne sont pas satisfaits, le glissement ne peut pas se réaliser. Alors, je vais y revenir progressivement, mais il faut comprendre dans quel contexte a été activé ce dispositif.
Je vous ai dit, le GIP a été créé dans le cadre de missions d'urgence sensibles médiatiquement. Il y a des personnes qui occupent des places dans les années 90, il faut les reloger. Politiquement, ça fait un accord, globalement, dans ces années-là, bien qu'il y ait des mouvements réactionnaires, mais globalement, les pouvoirs publics se disent qu'il faut pouvoir reloger ces personnes en urgence. Sauf que, le problème, c'est que les bailleurs, vous voyez, encourent un risque, quand même, de prendre des personnes qui n'ont pas tout à fait les ressources, etc., qui n'ont pas forcément des titres administratifs tout à fait stabilisés, etc. Donc c'est dans ce cadre-là que le bail glissant a été mobilisé pour pouvoir faire accéder tout de suite en fait, des publics qui n'avaient pas encore, qui ne pouvaient pas encore répondre aux critères établis par les bailleurs pour accéder à ces logements sociaux. La visée, c'était que le GIP, c'est toujours le cas, mobilise une équipe sociale avec des travailleuses sociales, donc, travailleuses sociales qui interviennent auprès des ménages, des familles, pour pouvoir travailler avec elles, en fait, les capacités attendues par le bailleur. Alors, je vous ai dit, il ne s'agit pas de définir en extériorité ce qu'est l'autonomie dans un logement, c'est quoi être autonome dans un logement, mais plutôt de suivre les acteurs en train de la faire, de la modifier. Et nous allons voir dans cette perspective que le chiffre occupe une place centrale. Vous ne pouvez pas comprendre l'autonomie dans le logement sans porter un regard très attentif sur la quantification. Alors, de façon synthétique, je vais vous présenter brièvement les 4 angles dégagés par une association francilienne pour l'insertion de logement. C'est l'AFIL, donc c'est l'ensemble, il y a 853 associations, il y a 143 organismes de bailleurs sociaux de la région Île-de-France qui se sont concertés pour établir en fait des attentes sur les capacités d'un locataire dans le logement social. Il y a 4 angles, je vais aller assez rapidement. Tout d'abord, il y a la nécessité de pouvoir louer. Donc c'est les capacités, si vous voulez, à accéder au logement d'un point de vue réglementaire. Situation régulière, non-dépassement des plafonds fixés par le logement social, être majeur, etc. Il y a savoir louer. Le savoir louer, ça regroupe, dans ce document-là, les capacités à assumer financièrement ce logement de façon autonome, donc versement régulier des loyers, intégration de l'importance de payer son loyer et ses charges, renouvellement de l'assurance habitation, ressources stables, apurement de la dette, si présente. Apurement, donc, pouvoir la résorber. Et enfin, 2 autres angles, savoir habiter. Donc c'est les capacités attendues par les bailleurs sociaux des locataires à pouvoir entretenir et utiliser correctement un logement, ce qui aura relatif à l'hygiène, à la non-détérioration du bien, et savoir s'adapter à son environnement. Donc relation de bon voisinage, respect des règles en collectivité, etc., respect des parties communes, règlement intérieur, etc. Donc ça, vous voyez, c'est les 4 dimensions présentées par les bailleurs, les conventions, en fait, normatives de ce qu'est un locataire dit autonome. Donc, vous voyez que le GIP doit travailler avec les personnes pour qu'elles puissent prétendre à être en mesure, à faire montre, en fait, de ces capacités-là auprès des bailleurs sociaux pour passer en bailleur. Mais je vais aller très rapidement, il va falloir me faire un petit peu confiance, c'est qu'il y a quand même une dimension qui vient un peu hiérarchiquement, graduellement, être plus importante que les autres. Et on peut voir très brièvement, dans un cas particulier, là je vais vous présenter,
quelle est cette dimension-là? Donc, il y a ce qu'on appelle des RTP. Les RTP, c'est tout simple, c'est une rencontre tripartite. C'est quoi une rencontre tripartite? C'est très simple, c'est de dire, il y a une conseillère du bailleur social d'une famille donnée. Cette famille-là est présente lors de cette réunion. Et il y a la travailleuse sociale du GIP. Cette rencontre entre le bailleur, le ménage et le GIP, avec la famille, et de pouvoir un petit peu prendre la température pour savoir où en est la famille. Est-ce qu'elle va pouvoir glisser prochainement? Alors, je donne un exemple là ici. Avec Natacha, c'est la chef de service social, Ariane qui est l'assistante sociale, et Monsieur Georges qui est un conseiller social d'un bailleur. On va présenter là les dossiers. Les familles ne sont pas présentes, on présente les dossiers. On en vient à un cas d'une famille monoparentale. Alors Ariane nous dit, voilà, donc c'est une famille monoparentale, Madame Diakité vit seule avec ses enfants, elle ne travaille pas, elle vit juste avec les prestations familiales et le RSA socle. Alors les freins, c'est l'entretien du logement et le taux d'effort. Monsieur Georges, oui, alors ma collègue me disait qu'il y avait un problème sur la gestion du logement et les charges. Ariane, oui, tout à fait. Après, l'idée, c'était de faire passer le bail au nom du fils car il a un CDI. Monsieur Georges, oui, c'est bien ça, parce que si on met le fils, dedans, il n'y aura aucun souci. Là, aujourd'hui, le taux d'effort, il est de combien? Ariane regarde sa feuille. Alors, le taux d'effort est de 32. Le RAV, il est de 6. Et là, Monsieur Georges fait une forte expiration. C'est pas énorme le taux d'effort, mais c'est vraiment le reste à vivre. Ariane acquiesce, il y a un silence. Et là, vous voyez, à partir du RAV qui est de 6, elle sait que globalement, ça va être difficile pour que ça puisse passer. Donc, revenons brièvement sur ce langage chatoyant utilisé par nos actes. C'est quoi le taux d'effort? En fait, il y a une dimension, je vous ai dit, qui surexcède un petit peu les autres, qui est privilégiée. C'est vraiment pouvoir habituel. C'est-à-dire, est-ce que cette personne a la capacité à se repérer financièrement, à anticiper toutes les charges, etc. Et est-ce qu'elle a suffisamment de moyens financiers, que ce soit des revenus directs ou des revenus de transfert, c'est-à-dire issus de la redistribution, pour pouvoir assumer le loyer. Alors, là, les professionnels, les acteurs, ils construisent progressivement au fil de l'histoire des indicateurs un peu prégnants, qui vont venir condenser un petit peu tout ça. Il y a deux indicateurs qui sont vraiment prégnants pour apprécier cette autonomie financière dans le logement des personnes. C'est le taux d'effort. Le taux d'effort, c'est assez simple. Vous pouvez le faire si vous avez des loyers. Et vous verrez qu'à Bruxelles, vous êtes sûrement mieux que nous à Paris. C'est un calcul simple, c'est on prend le loyer plus les charges liées à l'habitation, donc les charges c'est l'énergie, l'électricité, le gaz, etc. Et on les divise par les revenus primaires et les revenus de transfert. Donc les revenus de transfert, c'est des allocations versées, l'allocation logement par l'État, selon certaines conditions. En fait, le taux d'effort, c'est quoi cette opération-là? Ça vise à déterminer le poids que représente un loyer par rapport aux ressources d'un ménage. Or, vous voyez d'où il vient en fait ce taux d'effort. Je ne peux pas faire toute l'histoire en fait de cette opération, mais en fait il vient du secteur bancaire. C'est les 30% de surendettement. C'est donc un peu pour apprécier le risque quand même à terme. Est-ce que cette personne, cette part de loyer là, va faire des risques d'impayés? Et il y a un autre indicateur prégnant, une autre opération qui est le RAV, donc c'est le reste à vivre. Le reste à vivre, il est un peu plus complexe. C'est qu'on prend les ressources totales d'un ménage, moins le loyer, plus les charges, moins les APL, divisé par les unités de consommation. Donc les unités de consommation, il faut savoir, par exemple, un UC, c'est un adulte du ménage, 0,5 UC, c'est pour les ménages, pour les autres personnes de 14 ans et plus, etc., etc. Et sans entrer encore une fois
dans les détails, c'est que ce reste à vivre-là, il permet de saisir une situation à une échelle beaucoup plus individuelle en fait, que le taux d'effort, en affectant le montant des ressources par personne et par jour. Donc, quand on dit 6 en RAV, c'est simplement que la personne de ce ménage-là a 6 € par jour sur un mois pour subvenir à ses besoins. Le seuil communément admis par les bailleurs, il est encore fixé dans, ils sont inspirés encore du secteur bancaire, c'est qu'il est compris entre 10 et 15 €. Il ne doit pas être en dessous normalement des minimums sociaux, mais ils attendent, les bailleurs, globalement, une fourchette entre 10 et 15 €. C'est par personne. Par personne, exactement. Alors, ces opérations-là, elles viennent objectiver donc la capacité d'un ménage à être autonome dans son logement et donc à pouvoir contracter un bail en son nom, passer en bail direct. Elle vient mettre, si vous voulez, un jeu un petit peu de quantification. On voit qu'il y a des quantifications qui sont, que j'ai appelées liées à l'habitant. D'accord? C'est quelle est cette personne, quelles sont ses ressources, quel est son âge, etc., etc. Et elles les mettent en rapport à une quantification de l'habitat. D'accord? C'est quel est ce logement-là, combien il coûte, c'est quoi le loyer de ce logement-là, c'est quoi les charges à peu près moyennes de ce logement-là, etc. Il est situé où, etc. Je vais y revenir sur cette distinction prochainement. Donc on voit bien que, malgré tout, les conventions visant à objectiver les conditions d'autonomie dans le logement par les bailleurs sont toujours reprises dans une situation singulière quand même. Ce n'est pas un truc non plus standardisé, etc. C'est qu'on essaye à chaque fois de s'adapter à la situation de l'habitant, de l'habitat, etc. Alors, et c'est là que mon propos va prendre une tournure plus ancrée en fait dans l'enquête, au niveau des acteurs, disons, c'est que vous vous doutez bien que si les ménages accompagnés par le GIP ne peuvent pas prétendre tout de suite à l'atteinte des critères fixés par les bailleurs, c'est qu'il va falloir pour eux travailler, pour reprendre les termes de Bauge et Brévilliery, non pas à partir des conventions, mais bien en amont, c'est-à-dire sous les conventions. C'est donc un travail d'autonomisation que se doivent de réaliser les travailleurs sociaux du GIP, où le chiffre est à la fois le critère à atteindre, mais c'est aussi un outil, on va voir, qui peut être mobilisé justement dans l'accompagnement. Alors, il y a toute une batterie de chiffres, et ça je pense qu'on est dans tous les secteurs, on est habitué, qui sont activés au sein du GIP. Moi, disons que là, l'enquête, je vais vraiment l'ancrer sur le GIP, pas sur les bailleurs. Donc là, je vous fais juste une capture d'écran. Il y a eu un logiciel qui a été créé au sein du GIP pour mettre en regard les différents services et pour pouvoir suivre ligne par ligne les critères quantitatifs d'une famille. Donc, il y a le montant du loyer, les charges, les APL, le solde de la famille, est-ce que le nombre de familles, le temps de bail glissant, s'il y a des impayés, la fréquence des impayés, le taux d'effort, le reste à vivre, etc., etc. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Alors, peut-être que là, c'est intéressant de prendre un petit peu de recul et de regarder qu'est-ce que les sciences sociales nous disent en fait de ces quantifications. Alors, je vais faire un état de l'art vraiment succinct pour vous montrer un petit peu l'enjeu de regarder dans le détail comme ça après au niveau de ce truc des techniques qu'est le GIP et on se dit oh là là, ça a l'air d'être quand même très spécifique, mais vous allez voir que quand on le remet dans ces questions-là, ça peut nous apporter beaucoup de connaissances. Alors, la quantification, globalement, en France, elle a été très investie par Alain Desrosières et on peut essayer de la définir comme, je le cite, le fait
d'exprimer et faire exister sous une forme numérique, exprimer et faire exister sous une forme numérique, ce qui auparavant était exprimé par des mots et non par des nombres. Donc, si vous voulez, les quantifications sont des façons d'établir des conventions et des mesures, de construire, de produire des chiffres. Donc ça invite tout de suite à rompre avec une représentation réaliste des chiffres, qui viendrait juste être un décalque du réel. D'accord ? La possibilité même de construire un chiffre résulte d'une production nécessairement sociale. Il y a une distinction, bon là je vais aller assez vite, entre les quantifications et les mesures. Chez Desrosières, si vous avez lu Desrosières, c'est une redite, mais ça permet de clarifier. Disons que les mesures chez Desrosières, elles sont encore très sujettes quand même à une inclination vers une métrologie en fait réaliste. Par exemple, le mètre. Lui, chez Desrosières, ça, il considère que c'est une mesure. Mais on pourrait dire, vous voyez, si vous êtes totalement dans la quantification, dire, c'est en fait le mètre n'est qu'une quantification qui s'est stabilisée en fait. D'accord ? Bon, de ce point, ces deux points, moi je parle plutôt de quantification. Dans les quantifications, il y a un domaine ici qui va nous intéresser plus. Ce domaine, c'est celui de l'évaluation. Ce n'est pas une quantification évaluative donc, qui est la même que la statistique. Pourquoi ? Parce que dans le cadre des évaluations, on peut dire que c'est une quantification qui sont produites par des professionnels. D'accord ? Ce n'est pas des personnes qui ont une formation dans les statistiques publiques. Ça n'est pas aussi, si vous voulez, la même échelle de données. Dans le cadre de l'évaluation, je reprends les critères aussi éclairants d'Olivier Martin, c'est qu'elle se concentre sur une focale beaucoup plus restreinte. Ce sont des individus, des services, des organisations, mais on ne travaille pas sur des larges cohortes. Et enfin, les quantifications évaluatives, elles visent à saisir des situations singulières en opérant des agrégations, des opérations, c'est un peu le cas du taux d'effort et du reste à vivre que je vous ai présenté tout à l'heure. Tandis que l'approche statistique, si vous voulez, elle cherche à établir des catégories supra-individuelles. Et enfin, une autre caractéristique du chiffre évaluatif, c'est qu'il est mobilisé pour un peu piloter des organismes, aider à la décision, pouvoir faire un relevé systématique des situations particulières. Vous voyez ça, le tableau là, avec à l'horizontale tous les individus, tous les ménages. On voit un petit peu là qu'on est dans l'évaluation. Alors, je vais essayer de clarifier quantification, mesure, statistique, évaluation. On voit que nous, ce qui nous intéresse ici, c'est quand même une résonance avec évaluation. Alors, quand il est question de quantification, les sciences sociales, et je vais aller à... Là, je vais être tout à fait juste avec l'ensemble des travaux, mais on peut les regrouper en deux grandes constellations. Et il y en a une qui est quand même très largement majoritaire quand on parle des chiffres. Il y a une première constellation qui est d'inspiration critique et souvent foucaldienne. Elle met en fait en avant les effets potentiellement normalisateurs et déshumanisants des pratiques de quantification. En fait, elle cherche à souligner comment ces pratiques de quantification peuvent être utilisées comme des technologies du pouvoir, qu'elles vont travailler aussi que des vecteurs de la biopolitique, visant à standardiser des individus. Et on pourrait voir dans ce cadre-là, il y a des études qui ont été menées sous cette focale-là dans le cadre du logement, on peut interpréter l'augmentation de l'évaluation et de la quantification comme un renforcement des mécanismes de contrôle, comme une homogénéisation des sujets et une perte de leur singularité. Il y a une seconde constellation de la quantification qui met l'accent, cette fois-ci non plus sur un pouvoir en fait qui viendrait contrôler, muter les subjectivités, etc. des individus, mais qui se concentre sur le pouvoir
disons, enfin, pouvoir habilitant en fait, le caractère émancipateur des chiffres. Et alors, il y a une formule qui est assez connue dans cette sociologie-là, c'est la formule de Theodore Porter, dans un livre qui est célèbre qui s'appelle Trust in Numbers. Il dit, voilà, les chiffres, c'est quoi? C'est un outil de faiblesse. Qu'est-ce qu'il veut dire par outil de faiblesse? Ben, le chiffre, ce sont des groupes, en fait, qui sont dominés, en fait, qui les mobilisent. C'est pas du tout un truc du pouvoir, les chiffres. Les chiffres, c'est quand vous êtes face à un nouveau problème de harcèlement de rue, je pense à la thèse de Michel Decker, et ben voilà, vous allez mobiliser les chiffres, en fait, pour faire montrer ce problème, pour montrer la visibilité. Et on voit, en fait, déjà que dans le XVIIIe siècle, etc., il y a un livre de Coula aussi qui montrait sur les mesures que c'est mobilisé. Par exemple, dans les cahiers de doléances et tout, on utilise le chiffre pour dire là, c'est injuste, en fait, cette situation. Vous voyez? Donc, mettre en visibilité, le chiffre permet de mettre en visibilité, de faire porter une demande de prise en charge du problème. On a, sous cet angle-là, si vous voulez, une quantification qui est un moyen, en quelque sorte, d'émancipation, d'égalisation, en fait, de demande de justice, permettant de faire valoir des revendications. Bon, je ne vais pas m'attarder plus que ça, il y a aussi les travaux aussi d'Emmanuel Didier, d'Isabelle Bruno sur le stat activisme, etc., de mobiliser le chiffre dans cette perspective. Donc on voit bien que la quantification, elle est toujours finalement porteuse d'une tension entre deux visées. La première articulée autour de l'assujettissement et de la hiérarchisation, la seconde autour de l'émancipation et de la coopération. Et ce qu'il faut bien comprendre, et là je n'aurai pas le temps de le développer, mais je pense que c'est majeur, c'est que ces deux visions engagent nécessairement une compréhension particulière de l'État, en fait. C'est ça, le point nodal, c'est quand même ça. Où, dans le premier cas, dans les approches critiques, on a un État qui quand même est exogène à la société, donc c'est quand même l'État souverain hobbésien, en fait. On est toujours dans cette lecture d'Hobbes. Alors que dans l'autre, on n'a pas d'opposition entre État et société civile. Ce n'est pas la société civile contre l'État, c'est l'État procède en fait du même processus social, il n'est pas exogène à la société. Et le rapport à la quantification change dans cette perspective. Voilà. Alors, ce qui va nous intéresser ici, là, je vous ai présenté le dispositif un petit peu sur lequel on travaille, je vous ai présenté un petit peu les enjeux de la quantification dans l'autonomisation, le travail d'autonomisation. Ne tranchons pas en fait tout de suite sur est-ce que la quantification c'est la domination, est-ce que la quantification c'est le... Non, allons regarder en fait les épreuves, le quotidien des professionnels en fait qui le mobilisent dans ce dispositif pour regarder là où ça prend cette tournure, là où ça prend cette autre forme. Alors, je ne vais pas pouvoir entrer ici trop dans le détail de ces pratiques-là, mais je vais m'intéresser tout d'abord au travailleux social. Alors, ça a été aussi beaucoup investi. Hein. Il y a je ne vais pas citer là tous les travaux qui viennent résonner en fait et qui ont déjà prouvé auparavant ce que je vais vous exposer. Mais quand on s'y intéresse, on peut retenir en fait quelques règles propres à cette morale professionnelle des travailleuses sociales au sein de ce groupement. Et de mieux comprendre leur rapport avec les chiffres dans cette perspective, en fait, dans ce travail d'autonomisation dans le logement. Alors, je vous cite un exemple là, un extrait d'un entretien formel avec une travailleuse sociale qui s'appelle Dorothée. Elle est venue remplacer en fait Sylvie pour un congé maternité qui était aussi assistante sociale, mais elles n'ont pas eu tout à fait le temps de faire la passation en fait de dossier. D'accord ? Donc en gros, Dorothée arrive, là les dossiers famille que tu vas suivre sont là, c'est parti. Donc, elle me dit, bon, moi j'étais un peu perdu, je lire tous les dossiers, et on parle un petit peu, elle me dit, il y a plein de chiffres partout, mais je ne me repérais pas trop, et elle en vient à me dire ça. Les dossiers, les chiffres là, ça ne reflète pas du tout la réalité en fait. Puis même par rapport aux dettes, par rapport au paiement du loyer, on se fait une idée, enfin je me faisais une idée de la famille, il y avait un énorme écart entre la lecture du dossier, l'image que je me faisais de la famille,
Et quand je l'ai rencontré, en fait, c'est marrant, hein. Moi je fais, mais comment ça se fait? Donc, je sais pas, parce que je pense qu'il me manquait des informations, qu'il n'y avait pas tout de noté, en fait. Chaque fois qu'on rencontre les familles, ils me racontent spontanément comment ils en sont arrivés là, puis comment ils sont fatigués de l'accompagnement, du changement de TS, du travail social. Et donc ils me racontent à chaque fois leur histoire, et je comprenais à chaque fois pourquoi ils en sont arrivés là, en fait. Qu'est-ce qui fait que, pourquoi c'est difficile de payer régulièrement le loyer? Parce que finalement, une dette, ça ne veut rien dire. Enfin, c'est pareil, on pourrait se dire que quelqu'un qui ne paye pas régulièrement le loyer, c'est de la mauvaise foi, mais non, en fait. Moi, c'était mes débuts aussi, et j'arrivais pas trop à comprendre comment on ne pouvait pas payer à ce point de loyer, je ne comprenais pas. Et les éléments ne me permettaient pas trop de comprendre. Donc là, en les rencontrant, je peux avoir d'autres informations qui m'ont permis de comprendre. Donc, on voit bien là que Dorothée, elle nous explique qu'il y a des connaissances fixées, stabilisées, objectivées, qui sont présentes dans le dossier, qui apparaissent, mais qu'on ne peut pas en fait baser l'accompagnement et la connaissance de ces familles-là sur ces seuls éléments. Il y a même en fait, si vous voulez, à travers ce point, cet extrait, en fait, quasiment une inadéquation entre ce que représentent ces connaissances objectivées à distance, inscrites sur du papier, et la famille, c'est des personnes en chair et en os, quand on les rencontre en coprésence. Cette compréhension, en fait, plus réelle, hein, du point de vue du travail social, des travails sociaux, ne peut émerger, je vous ai dit, que dans la rencontre, qui permettent de recueillir des connaissances non plus quantitatives, mais qu'on pourrait dire appréciatives, en fait, qui ne sont pas du tout quantifiables. Alors, comment se manifeste la nécessité d'un dépassement des connaissances quantitatives dans le travail social? Alors, avant une visite à domicile avec Manon, qui est assistante sociale, celle-ci nous évoque la situation de l'homme chez qui nous nous rendons. Elle me dit, Monsieur Bass, c'est un Mauritanien. Un problème avec lui, c'est qu'il ne payait pas ses loyers, parce qu'il envoie trop d'argent en Afrique. Je lui ai dit, moi je comprends, c'est la famille. Humainement, je ne peux pas lui dire de ne pas envoyer l'argent, je ne peux pas lui demander ça. Il a une femme, des enfants là-bas, donc il faut le comprendre aussi. Et puis, même si je lui demandais, il enverra toujours de l'argent là-bas. Il ne faut juste pas qu'il se mette dans la merde ici. Donc je lui ai dit à un moment donné, en fait, si tu perds ton logement, parce que tu es expulsé, tu vas forcément entrer dans une spirale où tu vas perdre ton boulot. Qu'est-ce que tu vas leur donner à ce moment à ta famille, à tes gosses? Il envoyait au moins 400 € par mois alors qu'il avait un tout petit mi-temps. Donc évidemment, il ne pouvait pas payer ses loyers. Avec le temps, il a réussi à diminuer, on a pu faire un PAD, donc un plan d'apurement de la dette. Mais ça a été long, et c'est toujours long. Alors, vous voyez, dans cet extrait, on voit bien qu'il y a un contraste marqué entre deux types de jugements. D'une part, celui qui s'appuie sur des connaissances quantitatives, issues du dossier, etc., dans des tableurs, procédant par taux, avec des pourcentages. Et d'autre part, celui qui émerge des pratiques relationnelles en coprésence, dans une relation particulière. Je vais essayer de la définir. On voit que dans la relation qui s'est nouée entre Manon et M. Bas, ce sont précisément toujours les quantifications qui sont recontextualisées, donc les impayés de loyer, avec les liens familiaux entretenus en Mauritanie. Et on voit bien que la relation d'accompagnement, elle ne vient pas en fait prescrire normativement ce que M. Bas devrait faire avec sa famille, comment il devrait se comporter. En fait, elle le prend en considération, elle comprend, elle essaie de mettre en application une tâche compréhensive pour comprendre comment cet individu, en fait, n'en est pas un, mais qu'il est pris, en fait, dans des obligations toutes sociales, qu'il appartient à un groupe. Qu'il n'est pas un individu singulier, qu'il est déjà encastré et qu'il a des obligations envers ce groupe. Donc on comprend, en fait, elle arrive à comprendre que la tension de M. Bas, en fait, elle se joue sur une double obligation. Obligation contractuelle dans le cadre du logement et obligation familiale qui met ainsi en lumière le dilemme de M. Bas et qui explique à terme ses impayés de loyer. Donc la compréhension dont fait preuve Manon, elle n'exclut pas l'objet de son intervention, mais elle va prendre en compte ces doubles obligations justement pour essayer de les lier aussi entre elles. Vous
Vous voyez? C'est-à-dire que M. Bas est ici et aussi là-bas, en fait, de par son obligation, et les deux obligations sont intriquées. Donc elle va travailler, elles ne sont pas là. Mais on voit bien, en tout cas, que sous cet angle, les impayés de loyer qui viennent alors rendre impossible un passage en bail direct font l'objet d'une enquête de la part de Manon, d'une enquête sans chiffres, qui repose sur des liens de confiance pour pouvoir travailler à terme à ce que les personnes puissent disposer proprement de leur logement. Alors, il y a tout un travail que les personnes doivent réaliser pour être titulaires de leur bail, gérer un budget, anticiper des paiements, se repérer dans les différents services étatiques. Je ne peux pas développer ici plus davantage. Et cela s'articule autour d'une certaine relation. Alors, la relation, disons, la juste relation des travailleuses sociales envers les familles, on peut prendre un cas, en fait, qui est un peu le contre-exemple, qui est la figure repoussoire. Alors, je vous cite un extrait avec Chloé, encore de façon informelle. Chloé me dit, quand tu es dans l'urgence, que tu vois les familles à la chaîne, bah, tu n'as pas le temps de faire ça. Tu fais dans l'urgence, tu fais les démarches à leur place, tu remplis les formulaires, alors qu'à la base, tu devrais les remplir avec eux pour leur apprendre. En fait, au lieu de les accompagner, tu deviens leur employé, quoi. Moi, tu deviens leur employé. Bon, voilà. Au mois de mai, ils vont tous recevoir leur déclaration de revenus. On devrait aller les voir pour leur apprendre à leur remplir, parce que l'année prochaine, quand ils seront en bail direct, ils vont faire comment? Tu vois, c'est toujours nous qui les avons remplis. Pareil, les documents de la CAF, les documents de la Sécu, renouveler la CMU, il y a des choses qu'ils peuvent faire. Mais si on ne prend pas le temps de leur apprendre, leur expliquer, ils ne le font pas. Donc Chloé, elle a 36 ans, c'est une assistante sociale. Et cet extrait que je mobilise ici, il permet de comprendre un petit peu ce qui est désirable dans le travail d'autonomisation des familles du point de vue de la morale professionnelle des travailleuses sociales. En fait, pour les travailleuses sociales, leur travail consiste à aider les ménages à développer des compétences attendues pour gérer par elles-mêmes les démarches administratives qui s'articulent autour de logements. Et on voit bien qu'il y a une tension ici entre l'urgence qui est demandée dans leur travail et le temps nécessaire, en fait, pour accomplir cette autonomisation dans le logement. Comme nous dit Chloé, les dispositifs ne prennent plus la mesure du temps de l'accompagnement, du temps que ça prend, en fait, de faire comprendre, de donner des techniques pour se repérer, pour anticiper ces différentes échéances. En fait, ici, lorsque le temps d'accompagnement n'est plus congruent au temps d'autonomisation, du point de vue du travailleur social, le travailleur social devient un employé. Ici, c'est la figure repoussoire. Pourquoi elle est repoussoire? Parce qu'elle illustre en quelque sorte que les travailleuses sociales ne sont nullement là pour faire à la place de la personne, mais qu'à l'inverse, leur travail consiste à faire faire. Donc c'est toute cette tension-là qu'il y a dans la nécessité de faire glisser les baux. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est que il faut comprendre qu'il y a des baux qui arrivent à glisser et dont les travailleuses sociales ne sont pas du tout satisfaites qu'ils glissent. Parce qu'elles disent, attention, là bien sûr, elle va être titulaire de son bail, mais moi je connais la personne, je l'ai suivie, et elle va contracter des impayés de loyer. Vous voyez? Parce qu'elle n'a pas en fait les ressources capacitaires que je juge être suffisantes pour continuer à terme le logement. Donc, ce qui est assez bizarre, puisqu'on voit des assistantes sociales travailler et œuvrer pour le logement social, la titularisation parfois s'y oppose. Alors, dans tous les cas, on voit bien qu'il y a, et je vais aller un petit peu plus
plus vite, si je veux avoir le temps de discuter avec vous. C'est qu'il y a tout un type de relation qui doit s'instaurer pour pouvoir faire sans faire violence en fait, sans confronter la personne à trop d'asymétrie et de ne pas faire à la place des bénéficiaires, des familles, des ménages. En fait, il va falloir qu'elle rentre nécessairement dans un rapport qui n'est plus professionnel dans l'interaction. C'est-à-dire qu'elles vont devoir passer dans l'interaction dans un niveau de personne à personne et ne plus être professionnelles à bénéficiaire. Et ça se passe notamment, je vous donne un exemple, mais par du temps investi, donc là j'ai brièvement Manon qui nous faisait part d'un accompagnement très long avec une personne qui était à la rue, qui avait des problèmes d'alcoolisme, qui avait perdu sa femme, et comment elle a passé du temps. Elle a dit, voilà, j'ai un lien avec lui, mais de totale confiance. C'est parce que j'ai pris ce temps-là avec lui qu'aujourd'hui, la curatelle, il l'accepte. Voilà, c'est parce que j'ai passé des heures avec lui, et c'est quand même mieux quand ça se passe comme ça que de le forcer à tout prix pour qu'il vive ça comme une punition. C'est parce qu'il y a eu tout ce travail, j'ai été échanger ses lunettes, on a choisi ses montures, c'est des moments informels comme ça. En déplacement, on discute, on parle de sa famille en Algérie, etc. etc. Et vous voyez, ce qu'elle était très critique maintenant, c'est quand on lui dit « mais ça, c'est pas du travail, en fait. C'est pas ce qu'on attend de toi, c'est pas ce qu'on attend d'une travailleuse sociale. » Ce que dit la direction, en fait. Et on vous a pas payé, en fait, pour prendre des verres et puis vous balader, choisir des montures. Et vous voyez, pour elle, c'est nécessaire, en fait, c'est le socle nécessaire pour établir une relation, justement, pour rendre capacitaire. Et ça nécessite du temps. Mais on voit bien, là je vais aller aussi très vite, que dans cet engagement de relation à personne qui vient essayer en fait de resymétriser la relation asymétrique du professionnel et bénéficiaire, c'est qu'il y a toujours des risques. Et le risque, en fait, on peut le voir comme le risque d'un automandat. Je reprends les termes un peu de Bertrand Ravon. Pour dire qu'à un moment donné, vous voyez, les travailleurs sociaux, étant amenés à devoir juger en fait par elles-mêmes, sans forcément pouvoir discuter avec d'autres collègues ou être en soutien de leur direction, peuvent toujours passer la relation d'aide en fait dans un excès. Et c'est ce que on observe d'ailleurs, et c'est une critique d'ailleurs qui revient fréquemment, c'est que, vous voyez, pour être jugé autonome de la part des travailleurs sociaux, en fait, la seule personne qui peut vraiment le savoir, c'est la travailleuse sociale qui a né cette relation. Donc, l'ensemble des avis, des discours de la délibération repose sur ce jugement-là. Par ailleurs, il y a aussi une crainte qui subsiste et qui est en fait toujours très liée au travail social, qui est en fait le spectre du paternalisme. Et donc là, la direction, une fois la directrice du GIP, Martine, nous dit « les TS, elles ont la tête dans le guidon. Elles ne voient même pas que les gens n'en peuvent tout simplement plus de l'accompagnement. » Je fais « oui, après, elles font si attention, pas trop en faire. » Et Martine, elle fait « oui, bien sûr. » Mais allez leur demander la fois où on a été obligé d'intervenir là auprès de Samantha D. C'était une ancienne assistante sociale qui s'est fait licencier. Vous verrez, elle gardait tous les papiers des personnes chez elle, elle avait leur pièce administrative, leur bulletin de paie, tout ça sans que les personnes puissent y avoir accès. On a eu une fois une famille qui nous a appelés pour récupérer ses propres papiers. Donc, non, et si c'est ça le travail social, je suis désolé, il y a quelque chose qui ne va pas et il faut que ça cesse, Donc, on voit bien à travers ce premier point qu'il y a, de par les travailleurs sociaux, une réduction aux chiffres attendus dans les conventions des bailleurs sociaux. Mais on voit bien aussi que les quantifications sont mobilisées dans le cours de l'interaction pour déterminer des dettes, etc., créer des plans d'appurement de la dette, etc. Et que le chiffre est toujours travaillé dans une relation
avec la personne. En revanche, elle laisse potentiellement des risques en fait, d'excès, des risques faits d'automandat. Or, et c'est là mon deuxième point, c'est que les travailleuses sociales ne sont pas seules à travailler dans cette organisation. C'est peut-être ça aussi, d'ailleurs, qu'il faut toujours remettre en regard, c'est qu'il n'y a pas de profession qui soit entièrement déliée en fait, des autres. Alors, je vais peut-être juste finir sur ce point-là. On a vu qu'on pouvait glisser par le haut. En fait, on a vu là, Manon, elle critiquait un petit peu la temporalité dispositif. On est obligé, voilà, c'est du management, etc. On n'a plus le temps de suivre. Pourquoi? Eh bien, je vous ai dit que le bail glissant était un contrat qui permettait d'assurer le bailleur des risques d'impayés de loyer, de la dégradation des habitations, etc. Que le bail glissant ne pouvait pas excéder 2 ans. Et pourtant, en fait, on constate dans les archives que sur les 952 baux glissants suivis par le GIP, en fait, en moyenne, ils sont de 6,5 années. Ça ne dure pas 2 ans, le bail glissant. Vous voyez, il y en a qui excèdent largement. En fait, il n'y avait pas dans le contrat d'obligation légale pour que le bailleur puisse accepter en fait le glissement. C'est lui à terme qui détermine si oui ou non la personne est autonome, si elle répond à ces critères. Sauf que, vous voyez, l'allongement en fait, des durées des baux glissants avec des publics, disons, parfois issus de la rue ou de l'hébergement, amène à une élévation des impayés de loyer. Ces impayés de loyer-là, ils vont arriver à créer une dette d'1,2 million d'euros en 2011 pour le groupement. Et la dette va être pointée par un rapport de la Cour des comptes qui va avoir un effet quand même majeur, qui va demander, et ça sera repris par les tutelles, par les commanditaires, de mettre en place des mesures contentieuses et de recouvrement pour résorber cette dette, pour arrêter les baux glissants et pour les faire glisser par le haut, soit et donc ils contractent et ils deviennent titulaires, et le GIP n'est plus contractuellement attaché à ces ménages, soit ils sont engagés dans une procédure contentieuse qui mène à terme à l'expulsion. Et ça s'appelle glisser par le bas. Donc, on voit, bon, je vous ai montré à peu près les étapes, je ne vais pas revenir dessus, il y a toutes des passe à un impayé de loyer, il y a une mise en demeure, il y a un plan amiable d'appurement de la dette, donc un PAD. Après, il y a un commandement de payer. Après, il y a une audience, un jugement, commandement de quitter les lieux. S'il y a un refus de commandement de quitter les lieux, là, il faut demander l'accord de l'intervention de la force publique pour expulser de force. Donc, vous voyez, ce sont des longues étapes. Et à chaque étape, s'il y a acceptation, la procédure consentieuse s'arrête. Sur les 952 baux, en fait, moi, j'ai pu retracer 8 expulsions. D'accord? Donc, il faut bien remettre quand même ça en considération, que la procédure est très très longue et qu'à chaque fois, elle risque, du point de vue de Marie, de s'arrêter. Alors, on regarde un petit peu maintenant du côté de Marie. Marie, c'est elle c'est une juriste qui est chargée du service contentieux qui est arrivé en 2011 dans le groupe. Comment elle se place, elle, par rapport aux chiffres? Comment elle juge? C'est quoi ses pratiques en fait professionnelles et c'est quoi le type de jugement qu'elle opère? Alors, elle nous dit, lors d'un cas où il y a eu un refus de la préfecture de la recours à la force publique. Je lui demande, elle en voit beaucoup parfois de refus de la préfecture. Elle fait non, en fait en droit, enfin, dans le cas, le silence vaut pour refus, donc elle ne répond pas tout simplement. Mais c'est déjà arrivé d'avoir le refus alors. Non, à terme, j'ai toujours obtenu le recours, mais parfois il a fallu argumenter. Par exemple, il y avait une famille qui avait 2000 € de dette. Et là, elle jugeait que la dette n'était pas assez conséquente pour faire un concours de la force publique. Donc la préfecture. Mais le logement, il coûtait que 80 €, tu vois. Donc ça, quand tu fais le calcul, ça fait des mois d'impayés de loyer. Ça veut dire que la famille n'avait presque jamais payé son loyer.
et qu'il y avait un manque d'adhésion total. Donc il a fallu argumenter. En fait, là, il faut, c'est pas une procédure juridique sur la forme, c'est vraiment, il faut aller dans le fond. Donc il faut démontrer qu'il y a une non-adhésion en fait à l'accompagnement, non-adhésion qui, elle, est un critère pour lancer la procédure d'expulsion. Mais on voit bien là, vous voyez, très brièvement, que Marie, elle se réfère toujours en fait dans le raisonnement en fait du cadre contractuel et elle utilise les chiffres en fait pour essayer d'appréhender un petit peu la non-adhésion. D'accord ? Il y a des impayés, oui, c'est pas le chiffre qui compte, c'est la fréquence. D'accord ? Et c'est le signe du non-adhésion. Alors, cette grille d'analyse, elle s'applique aussi dans le cas des bonnes familles et des mauvais bailleurs. Marie, elle me dit, une fois sur un bailleur, elle me dit, oui, le problème, en gros, cette famille a reçu des propositions du bailleur. En total, il y en a eu 3, et elle a toujours refusé. Ouais. Oh, pardon. Donc là, on est dans le cas, en fait, d'une... Voilà, aussi... Voilà. Pour que vous puissiez, par exemple, être titulaire du bail, il faut que ce logement-là, parfois, ça dépend, voilà, ça va être le point de discussion, qu'il soit adapté, en fait, à votre typologie, que le ménage réponde à la typologie. Donc si vous êtes 1 dans un F5, vous êtes en sous-occupation. Mais si vous êtes 5 dans un T2, bon, selon après la disposition des chambres, l'âge des personnes, mais vous risquez d'être en suroccupation. Donc, vous voyez, comme les normes du logement social doivent préserver aussi ces normes de dignité, il faut que ça puisse correspondre. Donc, c'est un peu cet enjeu-là ici. Elle nous dit, la famille, elle est pourtant bien. Donc, vous voyez, elle a refusé déjà de changer de logement, mais Marie nous dit, la famille, elle est pourtant bien. Le logement est bien tenu, il y a une bonne gestion des comptes, tout est en ordre du côté de la TS. Donc, c'est passé en réunion tripartite, mais ça fait 3 fois que c'est refusé en CAL, c'est la commission d'attribution de logement, à cause de la sous-occupation. Elle nous dit, moi j'ai entrepris des recherches, enfin c'est une thèse qui un jour m'a dit que les familles en ZUS, donc c'est des zones urbaines sociales, ont le droit de garder leur logement, même s'il est en sous-occupation. Et d'après ce que j'ai trouvé sur les textes juridiques, ça s'applique bien à ce cas de figure. On a demandé avec Martine des précisions auprès de la préfecture qui nous a renvoyé vers le bureau d'expertise juridique, mais l'avocate avec qui je suis, elle ne connaît pas bien les baillissants. Bon, je passe un peu. On a rencontré le bailleur quand même et on leur a dit avec Julien qu'ils ne pouvaient pas invoquer ce motif pour bloquer le bail direct. Eux, de leur côté, ils nous disent que ce n'est pas dans leur charte, mais pour moi, la charte ne peut pas se substituer à la loi. Ce qu'on va faire avec Julien, c'est essayer de les prendre à leur propre jeu en étudiant vraiment leur charte. Donc vous voyez, là ici, il y a vraiment ce point de raisonnement, je dois aller vraiment à la hache là, mais de dire, ici la famille est bien. C'est quoi les critères qui permettent à Marie de dire qu'elle est bien? C'est parce qu'en fait, elle est dans les clous, en fait. Elle paye bien régulièrement ses loyers. Elle est dans l'adhésion avec il n'y a pas de refus en fait à l'accompagnement, etc. Mais en revanche, et sous ce même angle contractuel, là, c'est le bailleur, vous voyez, qui ne joue pas le jeu, en fait, qui est un mauvais bailleur, parce qu'il est en train d'évoquer des raisons, en fait, qui ne sont pas précisées dans le contrat du bail glissant. D'accord? Donc on a toujours, en fait, d'une part, un raisonnement qui se fonde sur des données à distance, quantifiables, et dans le cadre contractuel, pour apprécier, en fait, du bon ou du mauvais locataire, du bon ou du mauvais aussi bailleur. Alors, bon, je vais finir là très rapidement à l'oral, on n'aura pas le temps. Mais globalement, ce que je voulais montrer aussi, c'est que progressivement, Marie, elle va changer un petit peu de posture. Son poste a été créé pour stopper l'hémorragie budgétaire, donc elle doit faire du contentieux absolument. Et il y a une énorme pression de la direction. Et progressivement, elle va nous dire, oui, mais quand même, dans le cadre des commissions qui ont été créées en 2013, elle rencontre en fait des travailleuses sociales pour discuter des familles.
Et progressivement, elle se fait affecter, en fait, aussi. Et elle se dit, non, mais en fait, moi, je ne réponds pas, en fait, qu'à la direction. Je ne suis pas là que pour faire du contentieux. Moi, je suis là pour faire du droit, en fait. Vous voyez? Donc, elle reprend une forme d'autonomie professionnelle, lui permettant à la fois de ne pas être la simple exécutante, en fait, d'une injonction de la direction et des financeurs, et de ne pas non plus, en fait, être totalement imperméable aux connaissances sous les quantifications produites par les travailleuses sociales. Donc la grande question en fait qui m'a préoccupé et que là je laisse en suspens, en fait si vous voulez c'est ça, c'est pas l'opposition en fait de morale professionnelle, c'est pas ça puisqu'on voit bien qu'elles ont, quand elles sont seules en fait, quand elles se pensent seules, elles courent toujours un risque en fait d'excès, excès d'individualisation, de mise à distance, de jugement seulement par les chiffres d'un côté, mais excès aussi d'automandat, de jugement personnel, d'une proximité trop grande avec la famille, vous voyez, dans le cadre du travail social. Donc c'est la rencontre, la possibilité d'une coaffectation en fait, des morales professionnelles qui permet en fait de rendre plus juste un accompagnement visant à l'autonomisation. Et tout l'enjeu aussi dans ma thèse, ça a été de comprendre quelles sont les configurations organisationnelles qui permettent d'accroître une coaffectation des morales et celles qui viennent en fait remonopoliser une seule morale sur les autres. Et celles qui remonopolisent, là vous l'avez compris, le plus en fait, disons la conduite de l'action juste, c'est quand même des quantifications par le coût. Voilà, je n'ai pas eu le temps de vous faire une séquence, mais c'est que les injonctions budgétaires, les pressions peuvent être tellement fortes qu'elles en viennent à écraser en fait la possibilité d'une coaffectation en fait, des différentes professions qui travaillent nécessairement sur le même public. Voilà, je vais m'arrêter là, mais on peut... Merci.